Et à tous, nous sommes là pour 45 minutes pour discuter pour vous présenter rapidement la formation sur Action Cœur de Ville sous la thématique démarrer la transition de nos centres-villes. Donc rapidement rappeler que un petit problème technique que je vais régler tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc, cette formation part du principe que vous connaissez tous avec le plan Action Cœur de Ville que je vais redétailler d'ici quelques instants, en partant de la double thématique de l'évolution des villes d'un côté et de l'évolution des consommateurs de l'autre. Donc, c'est bien ça qu'on détaillera dans la première partie de la formation et sur lequel je vais parler rapidement d'ici quelques instants. Pour intégrer l'ensemble des textes législatifs en cours et ceux qui existent et ceux qui sont en train de se décider, puisque depuis hier, on a fait quelques avancées sur la loi Elan, mais il devrait y avoir aussi des éléments qui impactent dans la future loi Pacte. La deuxième partie de cette formation est prévue sur l'ensemble des critères de définition d'un plan d'action et sur tous les éléments de détail technique. Rapidement, pour me présenter, ça fait 35 ans que je travaille sur des problématiques de commerce. D'abord sur des spécificités qui sont l'analyse des comportements d'achat des consommateurs, puis l'accompagnement d'un certain nombre de grandes enseignes industrielles sur le merchandising du rayon, du magasin, des concepts de points de vente, de centres commerciaux, etc. Aujourd'hui, toute notre approche du centre-ville depuis 15 ans, c'est une approche qui est basée sur, cette analyse du consommateur, 2, la comparaison qu'on peut faire avec les outils mis en place par un certain nombre de grandes enseignes au niveau mondial, sachant que nous prenons une position de prospectiviste, c'est-à-dire que notre travail fondamental chez Opcent, c'est de se poser la question de qu'est-ce que sera le commerce dans les 10 ans ou dans les 20 ans qui viennent. Donc à partir de là, on sort un certain nombre de tendances, de scénarios qu'on peut appliquer au plan national, au plan régional, au plan local, ce qui nous amène à faire du conseil en stratégie à un certain nombre de nos clients, villes ou par exemple unions commerciales, nous ont demandé d'aller plus loin, c'est de les accompagner sur le plan opérationnel, c'est-à-dire de faire des opérations par exemple de développement commercial, de faire évoluer les structures et les infrastructures. Donc aujourd'hui, si je prends la notion de stratégie locale, on a accompagné en 15 ans plus de 90 unions commerciales et villes, soit en réseau, soit en direct. On a accompagné des chambres de commerce et des chambres de commerce régionales. On continue à accompagner des enseignes et des gestionnaires de centres commerciaux. On accompagne aussi des industriels sur leur stratégie de retour en centre-ville en termes de commercialisation, des prestataires, des fédérations professionnelles et j'oubliais des foires et salons. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est, parce qu'on entend souvent la phrase, un centre-ville, c'est un centre commercial à ciel ouvert. Alors, un centre-ville, c'est tout sauf un centre commercial. Si vous prenez ce que c'est qu'un centre commercial, c'est un pôle de plus de 5000 m² où j'ai au moins 20 commerces, avec un cheminement qui est parfaitement pensé, c'est-à-dire qu'on fait particulièrement attention à quel magasin on met à côté de tel autre. On a une unité de conception, on a une unité de gestion, on a une unité de commercialisation. Tout ce qui est loyer sont globalement prévisibles. On a un management qui est centralisé par une direction avec des horaires d'ouverture, des animations commerciales mutualisées, des campagnes de promotion, etc., etc. Donc, on a quelque chose de parfaitement organisé. Un centre-ville, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est une définition qui est plutôt historique liée à la situation géographique plutôt qu'à la surface. On a autant, je dirais, de pôles commerciaux de 25 000 m² en France en périphérie qu'on a de centre-ville de 25 000 m², sauf que ce qui caractérise le centre-ville, c'est qu'on a des cellules beaucoup plus petites. Un magasin, une surface moyenne en périphérie, c'est 300 m², une surface moyenne en centre-ville, c'est 50 mètres. On n'a pas de merchandising, c'est-à-dire qu'on n'a pas un circuit marchand particulièrement, dans un certain nombre de cas, bien défini, particulièrement suivi, ce qui d'ailleurs est particulièrement rejeté par les consommateurs qui aiment trouver un cheminement cohérent, ce qu'on appelle un parcours client
aujourd'hui. On n'a pas d'unité de conception et de gestion et de commercialisation, on a peu ou pas d'outils de gestion, on a des loyers non maîtrisés et parfois immaîtrisables, et un management de la ville qui est éclaté entre la ville, une ou plusieurs associations commerciales, d'autres associations diverses et variées. Donc on a des horaires d'ouverture variables, des animations non mutualisées et des campagnes de promotion et de communication qui sont trop peu nombreuses et non mutualisées. Donc on ne peut pas appliquer un certain nombre de règles et très clairement, la vraie problématique aujourd'hui des villes, elle est triple. Trop petites cellules pour faire du commerce, souvent petites cellules en mauvais état, ce qui fait qu'elles sont non commercialisables. Donc, quand on dit qu'on est à 10 ou 15% de vacances commerciales en centre-ville, dans la réalité, sur ces 10 à 15% de vacances, on en a la moitié qu'on ne peut pas remettre dans le circuit pour des raisons techniques. Un merchandising, on l'a dit, et un cheminement qui n'est pas suffisant, et une absence de communication. Si on se pose la question de la ville préférée des Français, et là on peut aller regarder l'étude qui avait été faite pour Centre-ville en mouvement en 2017 par Claire Chanel. Très clairement, qu'est-ce que disent les Français? Un centre-ville, c'est un lieu de destination. Donc c'est avant tout un lieu de flux, avec une large diversité d'activités qui comprend aussi bien les rendez-vous personnels que les rendez-vous administratifs, qui comprend les courses, qui comprend les restaurants, qui comprend les loisirs, etc. Donc c'est avant tout un lieu d'achat plaisir. C'est pas un lieu d'achat de stock, c'est-à-dire que je ne vais pas tous les 15 jours me ravitailler en centre-ville en stock, je vais flâner, passer du temps et éventuellement acheter. C'est dans ce sens-là que la notion de parcours client est particulièrement importante. Donc, dans cette notion de diversité, d'achat-plaisir, va se poser la question de l'ambiance, va se poser la question des attentes d'animation, voire même de l'intégration d'un certain nombre d'outils de l'univers du numérique, comme des écrans digitaux. C'est tous ces éléments-là, et pour ceux qui, parmi vous, viendraient du monde du grand commerce, ils vont reconnaître un schéma qui est celui employé par toutes les enseignes au niveau mondial aujourd'hui, enfin les plus grosses, qui est ce qu'on appelle du category management ou de la gestion par univers. Une offre consommateur, c'est quoi? C'est une gestion de magasin, certes, mais c'est la promotion, c'est-à-dire la mise en avant d'un certain nombre de produits, c'est du merchandising, avec des circuits marchands, une organisation de l'offre, une animation des vitrines, c'est des nouveaux magasins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait rentrer comme magasin, où est-ce qu'on les met, comment est-ce qu'ils participent au circuit marchand, comment est-ce qu'ils participent à la promotion et l'image de la ville, et c'est penser à la logistique et au déplacement au travers des documents d'urbanisme, mais aussi au niveau de l'organisation. C'est ces 5 éléments-là, gestion, promotion, merchandising, nouveaux magasins, déplacement, qui constituent l'offre consommateur. Et si on a une réponse, et si on veut avoir une réponse efficace aux attentes des consommateurs, il faut pouvoir répondre à ces 5 catégories. Pour suivre si effectivement on est pertinent sur ces 5 points, on utilise classiquement des données commerciales qui peuvent être des données d'opération commerciale, qui peuvent être des données de mesure de flux qu'on peut faire de manière beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ça peut être des données de programme de fidélisation. Enfin, il faut récupérer toutes les données possibles pour être capable de voir si on est bon sur ces différents points. Très clairement, ça montre bien ce schéma qu'on a en fait 2 acteurs majeurs pour le centre-ville et qui sont des acteurs complémentaires mais qui ne peuvent pas se substituer l'un à l'autre. Bien évidemment, sur la partie faire entrer des nouveaux magasins, gérer la logistique et les déplacements, ça c'est le travail de la ville, service commerce s'il y en a un, manager de ville s'il y en a un, mais très clairement, c'est seule la ville est capable de gérer efficacement ces points-là. De l'autre côté, la gestion du magasin et la promotion du commerce, ça n'est pas le travail de la ville, c'est bien le travail des commerçants et de leurs représentants au travers aujourd'hui de l'union commerciale et peut-être demain des sociétés coopératives de développement économique. Donc, c'est un travail en commun, c'est un travail partagé avec un endroit qui est un endroit de léger recouvrement qui est le merchandising, puisque si c'est la ville qui peut participer et créer les circuits marchands et une organisation pertinente de l'offre en mettant les commerces au bon endroit, c'est bien à l'inverse aux commerçants d'avoir des vitrines de qualité et des vitrines qui sont suffisamment attractives. À ce titre-là, je vous cite un chiffre que nous avons eu récupéré au travers de plusieurs dizaines d'études faites sur les centres-villes.
en moyenne, seuls 32% des clients d'un centre-ville sont satisfaits de l'animation des vitrines, ce qui montre qu'on a effectivement de la marge. Les villes aujourd'hui ont un certain nombre d'outils à leur disposition que je vais classer en 4 catégories: définir, appuyer, piloter, gérer. Vous connaissez tous bien évidemment les documents d'urbanisme commercial classique, les documents, les DAC, les volets commerce du PLU, etc. On connaît souvent un peu moins un certain nombre d'outils qui permettent d'appuyer une politique commerciale, qui sont d'un côté les taxes sur les friches commerciales et leur volet complémentaire qui est la taxe sur les logements vides. On connaît le droit de préemption, on connaît moins ce qu'on peut faire sur le règlement de publicité extérieure ou sur la taxe locale de la publicité extérieure. Alors, je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui, mais c'est bien le but des formations de détailler tous ces outils-là. Rappelons simplement deux choses, c'est que on pense souvent en priorité au droit de préemption, et notamment au droit de préemption étendu qui permet de toucher les acteurs du commerce, sauf que dans 90% des recours, le droit de préemption étendu est annulé par absence d'éléments justificatifs dans le document d'urbanisme commercial. On reviendra dans la formation, bien évidemment, à cette notion de qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le document de diagnostic et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le document dit plan d'aménagement et de développement durable pour nous permettre de mettre en place tous les outils derrière. Nous, par expérience, sur les différentes villes sur lesquelles on a travaillé, dans plein de villes, on est arrivé à baisser le taux de friche commerciale en utilisant la taxe sur les friches commerciales à bon escient, alors pas de manière brutale, mais pour expliquer aux propriétaires vers quoi on veut aller, et surtout le règlement de publicité extérieure, notamment l'article 16 de la loi ACTPE, qui dit que la vitrine d'un commerce ne doit pas nuire à l'activité de ses voisins. Et à ce titre-là, c'est un levier supplémentaire pour avoir des vitrines de bonne qualité. On n'a pas simplement les outils légaux, on a aussi toute l'implication des associations locales. Si vous regardez dans les différentes municipalités et que vous représentez la liste des associations qui ont demandé accès au territoire public pour organiser des animations, il suffit de rapprocher cette liste de l'union commerciale, ça peut donner beaucoup d'idées sur des opérations d'animation de centre-ville. Pour piloter, on a les observatoires, on a des contrats lourds du type contrat de revitalisation qui avait été mis dans la loi CTPE 2014, sauf que très clairement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y en a eu qu'un de réalisé sur le plan national. On a aujourd'hui le plan Action Cœur de Ville des 222 villes, complété en région parisienne par le plan Cœur de Ville vivant, qui va être complété normalement d'ici quelques jours par ce qu'on appelle l'AGU, c'est-à-dire la gouvernance des opérations urbaines, qui là n'est plus au niveau d'une commune, mais au niveau d'un EPCI, c'est-à-dire d'une communauté de communes, une communauté d'agglomération. Donc, on a un certain nombre d'outils. Rappelons ici, mais on aura l'occasion de le détailler, un point notamment très important sur Action Cœur de Ville qu'il faut rappeler systématiquement, les 5 milliards du plan Action Cœur de Ville ne sont pas pour les collectivités. Ils sont pour financer l'argent privé venant soutenir le développement du centre-ville. Et puis après, il ne faut pas oublier que tous ces outils-là nous amènent bien évidemment à recommercialiser la ville. Si on utilise bien la taxe sur les friches commerciales, on va pouvoir recommercialiser. On va pouvoir aussi créer des fonds marketing pour soutenir l'union commerciale. On va pouvoir mieux suivre les porteurs de projets, etc., etc. C'est toute cette mécanique-là qu'on voudrait détailler dans la formation. Rappelons que, et c'est un des risques d'ailleurs du plan Action Cœur de Ville, c'est pas parce qu'on aura reconstruit la ville en logement, en commerce, en équipements divers et variés, c'est pas parce qu'on aura créé l'offre que ça marchera. Parce qu'en fait, il faut intégrer une notion qui est le cycle de performance du commerce, qui est de dire, à partir de cette offre, on doit être capable de créer une attractivité, c'est-à-dire de faire venir les gens. S'ils sont venus, s'ils sont contents, normalement, on doit arriver à avoir une certaine rétention de la population qui est venue. Et c'est bien la boucle, le cycle offre, attractivité, rétention qui va nous permettre d'obtenir une monétisation, c'est-à-dire arriver à faire que l'ensemble des acteurs engagés dans la démarche vont gagner de l'argent. Si vous prenez un exemple aujourd'hui qui est celui des hypermarchés, ils ont une offre, moins efficace peut-être qu'avant, une réelle attractivité, ils ont beaucoup plus de mal à assurer une rétention et ils n'arrivent pas du tout à monétiser. Enfin, de moins en moins à monétiser.
Et vous avez beaucoup d'acteurs d'Internet qui ont une offre, qui ont une attractivité, qui ont une rétention et qui n'arrivent pas du tout à monétiser. Vous prenez l'exemple de Twitter, par exemple, qui pensait qu'il valait très très cher. Ils ont essayé de se vendre. Ils pensaient qu'il valait 30 milliards. Ils n'ont pas trouvé d'acquéreur à 6. Donc, attention, c'est bien cette boucle-là et ce cycle de performance qui est important à gérer. Et c'est là que vous avez une énorme différence entre ce qu'est un centre-ville et ce qu'est un centre commercial de périphérie. Si vous regardez le graphique qui est apparu sur votre écran en haut à gauche, grosso modo, les enseignes en France, les magasins sous enseigne nationale, ça n'est que 10% des magasins. Ces 10% de magasins représentent 30% des effectifs, grosso modo 40% du chiffre d'affaires, mais représentent 65%, grosso modo 60% des budgets médias, 70% des budgets promotionnels et 95% des budgets numériques. Alors on va le relire dans l'autre sens. Le commerce au centre-ville, pour faire simple, fait 55% des commerces et pèse moins de 3% des dépenses numériques. Il y a une loi qui existe dans la communication depuis des décennies, qui est ce qu'on appelle la part de voix, qui est de dire que si vous ne communiquez pas suffisamment, eh ben, très clairement, vous n'existez plus dans la tête des consommateurs. Et un des gros points qu'on a à régler, parallèlement à des problèmes qu'on a déjà évoqués, qui sont l'offre, la diversité de l'offre, son organisation, etc., on a un gros problème de communication qui malheureusement n'est pas sous l'égide des municipalités pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, mais qui sont bien sous l'égide des commerçants. Et le vrai challenge, et il ne faut pas oublier que dans le plan Action Cœur de Ville, en dehors des 5 axes thématiques, on a aussi tout le développement numérique et que le vrai challenge demain, c'est arriver à communiquer sur l'offre, à attirer des clients, à générer des flux, à les stabiliser. Et c'est bien pour ça qu'il est capital dans toutes les démarches qu'on met en place de générer des fichiers de clients, de générer des fichiers de produits et des flux de données qui nous permettent de comprendre comment ça se passe. Les 7 clés de la réussite, celles qu'on a bâties petit à petit au fur et à mesure des 15 dernières années de nos collaborations avec différentes villes et différents territoires, c'est une chose capitale pour une ville, c'est de connaître ses clients, leurs attentes, leurs pratiques. Alors, je vais être un peu désagréable avec un certain nombre de mots qu'on utilise habituellement, mais il y a un mot qu'il faut rayer du vocabulaire des villes, c'est que le commerce de centre-ville, ça n'est pas du commerce de proximité. Quand vous avez une ville comme Blois, où plus de 42% des clients habitent à plus de 28 minutes de Blois, on n'est pas dans le commerce de proximité. Il ne faut pas confondre le commerce de bouche, les commerces du quotidien, qui sont à la disposition et au service des gens qui habitent le centre-ville ou immédiat de proximité, avec le commerce dans sa globalité, qui intègre, lui, plein d'autres choses qui sont liées aux achats plaisir, qui sont liées aux achats d'investissement, qui sont liées à la restauration, qui sont liées aux activités de loisirs, etc. Où là, très clairement, on a besoin de connaître les clients, où ils habitent. Un client qui habite à plus de 28 minutes n'a bien évidemment pas les mêmes attentes et les mêmes pratiques qu'un client qui habite en centre-ville. Et surtout, ça nous permet de passer au point 2, il ne va pas utiliser les mêmes supports de communication. Vous ne pouvez pas utiliser du prospectus en centre-ville parce que vous n'avez pas accès aux boîtes aux lettres, mais de la même manière, quand vous avez une zone de chalandise à 28 minutes, vous ne pouvez pas utiliser un prospectus parce que la zone de chalandise est beaucoup trop grande et le coût est beaucoup trop cher. Donc, c'est bien par la connaissance de la zone de chalandise des clients qu'on est capable, entre la ville et l'union commerciale, de définir les bons supports médias de communication. Il y a une nécessité de faire un plan d'action détaillé à 3-5 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'ensemble des acteurs progressent et passent un certain nombre de marches. Alors, je vais prendre l'exemple des commerçants parce que c'est l'exemple le plus simple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui passer des commerçants qui ne communiquent pas à des commerçants qui sont des super communicants, de la même manière que vous ne pouvez pas passer des commerçants qui n'utilisent pas de système de fidélisation à des commerçants qui utilisent un système de fidélisation. Pourquoi? Parce que pour utiliser un système de fidélisation, il faut avoir un fichier client. Or, la plupart n'ont pas un fichier client organisé, ne veulent pas en tous les cas le partager avec les autres, donc il faut créer un super fichier client qui est celui de l'union commerciale. Donc, ce plan d'action, et vous le voyez bien dans Action Cœur de Ville aussi, à minima, il se met sur 3 ans. En général, il se met plutôt
sur 5 ans, et c'est bien l'avancée conjointe d'un plan d'action en urbanisme, pour faire simple, et en aménagement territorial, et un plan d'action en communication, qui va faire progresser petit à petit le cycle sur lequel vous travaillez. Dans tous les cas, il faut mesurer et il faut faire un retour d'expérience systématique, parce qu'il n'y a que la démonstration de chiffres réels venant des acteurs eux-mêmes qui permettra de faire comprendre aux acteurs que le système avance, une organisation totalement démultipliée, un financement bien évidemment viable, et le maximum de développement de partenariats publics-privés. Je n'aurai le temps de détailler ça dans la formation, mais c'est un élément important. Donc, avant d'aller plus loin, normalement, il y a quelques questions qui ont dû apparaître sur les écrans. Donc, vous avez, normalement, sur votre écran, vous avez un petit pavé sur votre droite sur lequel vous pouvez rédiger vos questions. Sur le pavé de droite de l'écran, et vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez taper vos questions à l'intérieur de ce pavé, et nous avons une bonne dizaine de minutes encore devant nous pour y répondre. La première question étant la plus difficile à poser, on va passer directement à la deuxième. Avons-nous déjà des questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va attendre quelques minutes, quelques instants qu'elles viennent. Ah, je vois la première qui arrive. Je n'ai pas compris comment on constitue un fichier commun client. Alors, vous avez des solutions très simples pour constituer un fichier commun client. C'est simplement que toutes les opérations que vous allez mettre en place dans un centre-ville, que ce soit des opérations d'animation, des opérations de communication, des opérations promotionnelles, etc., elles doivent toutes vous amener à récupérer de l'information sur vos consommateurs. Alors, je vais vous donner l'opération la plus simple et la moins chère. Elle coûte moins de 200 € à organiser. Vous imprimez des enveloppes au logo de la ville et sur lequel vous mettez un petit pavé avec nom, adresse, etc., plus les mentions légales classiques. Vous mettez ces enveloppes-là, vous en mettez un paquet chez chaque commerçant du centre-ville et vous dites aux clients de mettre tous leurs tickets de caisse de la semaine dans cette enveloppe, et le samedi suivant, par exemple, d'aller mettre leur enveloppe dans une urne à un endroit précis de la ville sur lequel on fera un tirage de 5 enveloppes où on récupérera, où on remboursera, les 5 enveloppes qui ont été participées, par exemple, à concurrence de 200 € maximum par enveloppe. Dans ces enveloppes, qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer l'adresse, numéro de téléphone, mail, donc vous allez savoir d'où ils viennent. Vous allez récupérer le prénom, donc globalement, donc vous savez si c'est un homme, une femme, etc. Vous allez récupérer le nom. Vous allez récupérer surtout à l'intérieur de l'enveloppe dans quel magasin ils ont été, quel ticket, combien ils ont dépensé. On l'a fait par exemple avec une union commerciale, on a démarré ça il y a 3 ans avec une union commerciale. En 3 ans, on est passé d'un fichier de 0 adresse à un fichier de 60 000 adresses. Et au plus aujourd'hui, bien évidemment, comme cette opération-là, on l'a fait 3 fois par an pendant 3 ans. On l'a fait pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour la fête des pères. Bah, aujourd'hui, on a un gros fichier, il est parfaitement renseigné et on peut faire plein de choses avec. Y a-t-il une autre question? Alors, la formation du 30 novembre prochain, qui sera la première session de plusieurs qu'on développera tout au long de l'année, bien évidemment, on va aborder de façon plus précise chacune des thématiques que je vous ai présentées là très succinctement. Ça, c'est le cadre. Et après, sur chaque élément du cadre, bien évidemment, on prendra d'un côté des éléments, des exemples précis venant de toutes les villes avec lesquelles
J'ai eu l'occasion de collaborer, celle que je connais bien en tant que membre de la Journée nationale du commerce de proximité ou en tant que membre du bureau du club des managers de centre-ville. Mais bien évidemment aussi l'objectif, c'est que lors de cette formation, chacun vienne avec ses problématiques spécifiques à sa ville et qu'on ait le temps dans la formation de détailler un certain nombre de ces problématiques pour que vous rentriez dans la formation avec des questions et que vous sortiez de cette formation en fin d'après-midi avec des réponses. Et bien évidemment, des réponses opérationnelles et les plus concrètes possibles. Toujours pas de questions? Eh bien, je vous remercie. Ah, il y a un dernier joueur. Donc, je serais intéressée pour avoir quelques éléments sur le lien centre-ville et commerçants du marché. Alors, très souvent, les commerçants du marché ont une zone de chalandise plus grande que celle du centre-ville. Malheureusement, pour des questions historiques, les sédentaires et non sédentaires ont beaucoup de mal à s'entendre. Alors, je ne jeterai la faute sur personne. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais on a beaucoup de mal à les faire s'entendre. On a surtout beaucoup de mal à les faire collaborer ensemble. Là, c'est très clairement le travail de la ville. Alors, moi, je vois des villes, par exemple, qui aujourd'hui ont un manager de centre-ville pour les commerçants sédentaires et un manager de centre-ville pour les commerçants non sédentaires. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour ramener tout le monde ensemble, mais on peut essayer au travers, petit à petit, là encore, au travers d'un certain nombre d'actions, d'amener les uns et les autres à travailler ensemble. Alors, vous avez des opérations très simples comme la Journée nationale du commerce de proximité qui permet de fédérer les deux et de les amener petit à petit à travailler ensemble. Vous avez un outil, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans les outils de gestion, qui n'est pas un outil légal au sens strict, mais qui est un outil très pratique, qui est de créer un comité local du commerce qui regroupe, alors qui se voit grosso modo tous les mois dans les villes un peu importantes, qui regroupe l'ensemble des services de la ville concernés par le commerce, qui regroupe les représentants des commerçants sédentaires et non sédentaires, les représentants des acteurs du commerce associés qui peuvent être les acteurs du transport, les acteurs de la sécurité, les acteurs du type agents immobiliers, banques, etc., et de faire travailler tout ça ensemble sur les différentes questions qui se posent au centre-ville. Alors, très clairement, les premières réunions d'un comité local du commerce, on va un peu parler crotte de chien et un peu parler propreté et incivilité, et puis petit à petit, très vite, on va pouvoir commencer à travailler sur les sujets récurrents, anticiper sur des problématiques et très clairement faire travailler tous les acteurs ensemble. Et typiquement, dans un comité local du commerce, il faut mettre les commerçants indépendants, les représentants des commerçants indépendants et les représentants des commerçants non sédentaires. Plus ils discuteront ensemble, mieux ce sera. Après, si vous voulez, il est clair qu'on peut avoir des problèmes techniques. C'est pas facile. Si vous voulez demain matin à terme avoir un programme de fidélité, c'est moins évident pour un commerçant non sédentaire qui est là une demi-journée par semaine de s'impliquer financièrement dans un programme de fidélité qui, s'il se trouve, ne couvre que 5 à 10% de ses clients. Donc, c'est tous ces petits éléments-là qu'il faut regarder. Peut-être aller vers des solutions numériques qui sont moins dans la fidélité, mais plus dans l'information et dans l'animation. Il y a une troisième, on aura l'occasion d'en reparler à la formation. On a une nouvelle génération d'applications qui est en train d'arriver, ce que j'appelle la troisième génération des applis qui est en train d'arriver, qui est beaucoup plus opérationnelle. Je pourrais vous montrer quelques exemples. Mais très clairement, oui, bien évidemment, il ne faut pas oublier le marché parce que c'est un acteur non seulement capital, c'est aussi dans beaucoup de centres-villes. Moi, je l'ai fait dans 3 villes où on a des difficultés aujourd'hui d'installer des commerçants sédentaires sur des métiers de bouche, d'installer des commerçants non sédentaires tous les matins dans un bâtiment. Alors, ça peut être une halle ou ça peut être tout autre type de bâtiment. Voilà, mais on peut jouer dans la définition de l'offre du statut sédentaire, du statut non sédentaire. Et bien évidemment, on aura aussi l'occasion, j'en ai pas parlé parce que je n'en ai pas le temps là, mais de la réalité de l'utilisation des boutiques à l'essai sur lesquelles, vous verrez, je suis très critique. Et en revanche, d'une vraie bonne gestion des magasins éphémères, boutiques à l'essai et magasins éphémères n'étant pas tout à fait la même chose. J'ai encore une question. S'il n'y a pas de manager de centre-ville désigné dans la collectivité, qui est le plus à même de se saisir du projet? Alors, de toute façon, il ne faut pas rêver. Un manager de centre-ville,
C'est un manager, c'est-à-dire qu'il manage, entre guillemets, une équipe, il manage des acteurs, donc c'est quelqu'un qui fait de l'entre-deux entre un certain nombre d'acteurs. Un manager tout seul ne peut rien faire. Et on a un peu trop habitude de faire des managers à géométrie variable. J'ai vu hier passer une annonce sur le club, disant on cherche un manager pour faire de l'animation, etc. Et quand je regarde le profil de ce qu'on lui demande comme compétence, il faut que ça soit un spécialiste de l'urbanisme commercial. Il y a un moment donné, on comprend bien que les deux logiques ne fonctionnent pas bien ensemble. Donc, le principal, c'est d'avoir bâti une stratégie en commun. Et cette stratégie en commun, elle doit être bâtie entre l'ensemble des services municipaux, l'ensemble des acteurs de la ville, du logement, du transport, du commerce sous toutes ses formes, de la sécurité, etc., pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et sur une base qui est de bien connaître ses clients actuels, ses clients potentiels, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme clients. On n'est pas dans une logique, on ne fait pas de l'urbanisme pour l'urbanisme, on fait bien réellement une stratégie de conquête de clientèle. À partir de ce moment-là, moi, je connais plein d'unions commerciales dont on pourra prendre des exemples dans les prochaines sessions. Je connais plein d'unions commerciales qui fonctionnent merveilleusement bien, qui ont des budgets pour des communes de 15 000 habitants, qui ont des budgets de fonctionnement à 200 000 euros de budget, avec 0 euro d'argent public, et qui fonctionnent très bien, et qui font parfaitement leur travail. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de manager, mais la priorité dans l'ordre, c'est d'avoir une stratégie. Le manager, il est là pour appliquer une stratégie. Ce n'est pas un manager commerce qui va mettre en place la stratégie. Celui qui pourra mettre la stratégie, c'est un manager, dans ce qu'on appelle chez nous, c'est le troisième niveau, c'est-à-dire un manager ville et territoire. Donc, il travaille plus au niveau de la communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, enfin d'un EPCI en règle générale, qui, lui, a la capacité de mettre en place une stratégie. Sa fonction n'étant plus alors, puisqu'il est dans la logique stratégique, n'étant plus d'être avec les commerçants tous les jours pour mettre des affiches dans les magasins. Il reste une dernière question ou c'est clos? Alors, on a une question supplémentaire. Une association de commerçants peut-elle fonctionner sans salariés? La plupart des belles associations en France sur n'importe quel sujet sont des associations bénévoles. Vous prenez, moi j'étais au téléphone hier j'avais une conférence téléphonique avec le président de l'association qui gère la foire de Béret à Châteaubriand. La foire de Béret, c'est 400 exposants, 60 000 visiteurs, plusieurs dizaines de millions d'euros de budget, et pourtant, ça fonctionne en tissu associatif. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un permanent. Tout dépend de savoir si vous avez, une stratégie, et vous avez surtout, et là, mais c'est normalement par la stratégie qu'on arrive à l'obtenir, est-ce que vous arrivez à fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un projet? Si vous arrivez à fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un projet, on peut y arriver. Maintenant, si vous avez un projet que la ville a décidé toute seule dans son coin, qu'elle a pris un manager pour le faire, malheureusement, force est de constater que ça ne marche pas. On n'oblige pas les commerçants à faire. De l'autre côté, d'ailleurs, quand les commerçants ont un projet, ils ne peuvent pas obliger la ville à participer et forcément à suivre leur projet. Donc, le point le plus important dans un plan de redynamisation de centre-ville, c'est aujourd'hui tout ce qu'on peut mettre comme plateforme d'échange permanente pour que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Alors, si vous reprenez le plan Action Cœur de Ville, malheureusement, on est un peu obligé d'accélérer cette phase-là parce que on a des contraintes de délai par rapport aux investissements, mais très clairement, la phase d'initialisation de 18 mois dans laquelle sont rentrées, alors non pas 222 villes, puisqu'il y en a quelques-unes qui n'iront pas au bout pour différentes raisons, mais celles qui ont des vrais projets, maintenant la phase d'initialisation doit être avant tout une phase de négociation. C'est pas une phase de projet en disant je veux mettre ça à tel endroit et je le fais tout seul dans mon coin, c'est d'arriver à fédérer l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse, entre guillemets, empiler sur des lieux de rénovation différentes activités qui sont complémentaires et que l'ensemble des acteurs le comprennent de la même manière et tirent tous dans le même sens. Que dans un plan Action Cœur de Ville, et j'en terminerai par là, bien évidemment, on a ce qu'on appelle nos ORT, c'est-à-dire là où on va intervenir, où on va faire de la réhabilitation de bâtiments, du curtage,
Dans un certain nombre de cas, moi, je gère deux villes notamment comme ça, où on va raser carrément un quartier complet en centre-ville et le reconstruire. Très clairement, ça va nous amener, une fois qu'on aura fait ça, à déplacer très probablement des commerçants à proposer à des commerçants qui sont dans une autre rue d'aller s'installer dans la rue qu'on a reconstruite parce qu'ils vont y être dans un environnement plus porteur, parce qu'ils vont être dans un univers qui convient mieux à leur activité, ou qu'ils vont pouvoir accéder à des surfaces de magasins plus importantes, etc., etc. Donc il ne faut pas contraindre le plan, par exemple, Action Cœur de Ville, au périmètre des ORT précis, mais c'est bien une opération de réorganisation globale qui peut toucher tous les acteurs du périmètre et dans lequel il faut impliquer tous les acteurs du périmètre. J'insiste sur un point parce que c'est un problème que je rencontre souvent dans mes réunions sur les opérations Action Cœur de Ville. C'est une opération axée premièrement sur le logement et pour remettre des logements au-dessus des commerces en centre-ville pour une raison pratique et intelligente qui est de dire que ça permettra de baisser les loyers en centre-ville des commerces et ça permettra aussi de régler d'ailleurs quelques problèmes de sécurité. Deux, que dans les commerces, c'est pour mettre des commerces de plus grande taille et passer de commerce, multiplier les cellules de plus grande taille que les acteurs du commerce veulent aujourd'hui, notamment les enseignes qui sont prêtes à revenir en centre-ville, mais que l'objectif aussi, c'est de réorganiser complètement les flux de déplacement dans un centre-ville et que tout ça doit être accompagné, même si ça n'est pas écrit très clairement dans les 5 axes, c'est écrit très clairement de mémoire, je crois que c'est la page 96, mais j'en suis pas sûr, du document initial qu'avait édité la Caisse des dépôts sur le plan Action Cœur de Ville, ne pas oublier sous les 5 axes toutes les actions liées à ce qu'on va appeler Smart City, au numérique, à la communication, etc. Parce que c'est ça qui doit mettre en musique derrière la réalité de ce qui aura été, entre guillemets, reconstruit. C'est bon? Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous, et en espérant vous revoir dans une des sessions, ou vous voir là, cette fois-ci réellement, dans une des sessions de formation organisées par la Gazette des communes.